Notre second invité est Éric Alauzet. Merci d'être avec nous. Vous êtes député La République En Marche de la 2e circonscription du Doubs. Avant de vous laisser avec Adrien Hardy, je vais vous présenter rapidement. Vous êtes médecin acupuncteur de profession, ce qui, je vous cite, vous a conduit naturellement à rejoindre le parti écologiste Les Verts en 1988. Pendant 12 ans, vous serez porte-parole du parti en Franche-Comté avant de devenir député d'Europe Écologie Les Verts en 2012. Vous êtes réélu en 2017 où vous décidez de rejoindre la majorité et donc La République En Marche. Voilà, les présentations sont faites. Éric Alauzet, je vous laisse avec Adrien Hardy. Emmanuel Macron a déclaré sa candidature au dernier moment. Pourquoi avoir pris ce risque ? Il était dans la moyenne des délais qu'avaient utilisé ses prédécesseurs sortants. Quand on est un sortant, on est au travail dans sa fonction de président en l'espèce, et d'une certaine façon, les Français vous voient à l'œuvre. Donc c'est une façon de dire qui on est, ce que l'on fait. Donc il n'y a jamais ni d'urgence à déclarer sa campagne, et en réalité il faut bien montrer qu'on est au travail sur son mandat de président de la République. Il n'est véritablement entré en campagne que pour le second tour, c'est un excès de confiance. Non, je crois pas. Non, on peut l'interpréter comme ça, hein. Mais le fait que vous soyez à l'œuvre, d'une certaine façon, vous avez moins besoin de faire campagne que les autres, d'autant que les autres candidats ne font que de parler de vous, en vous critiquant, bien entendu. Donc vous êtes naturellement sur le devant de la scène. Et encore une fois, si on regarde ses prédécesseurs, François Mitterrand, Jacques Chirac, Général de Gaulle, se sont tous présentés à peu près, Nicolas Sarkozy, tous à peu près dans le même pas de temps. Il avait déclaré ne pas avoir fait campagne à cause de la guerre en Ukraine notamment. Cette guerre, elle n'est pas terminée aujourd'hui. Éric Alauzet, quelle est donc la véritable raison ? J'espère que vous considérez vous-même que c'était pas facile pour lui de faire excessivement campagne en tant que candidat pendant la guerre. Je pense que tout le monde l'a bien compris. Et alors peut-être qu'il aurait pu faire plus campagne, mais s'il avait fait beaucoup plus campagne, on le lui aurait reproché. Sans doute que c'était indécent. Moi, je me souviens avoir déclaré ma candidature à l'élection municipale pendant la crise des Gilets jaunes. Alors, on m'a dit c'est indécent parce qu'il y a une crise. Donc, quand il y a une guerre, ça peut paraître encore plus indécent. Éric Alauzet, presque tous les déplacements d'Emmanuel Macron ont lieu dans les endroits où Ensemble Citoyen est acquis. Il ne fait campagne que là où il est aimé. J'ai pas bien compris, il y avait une mauvaise transmission de son. Presque tous les déplacements d'Emmanuel Macron ont lieu dans des endroits où Ensemble Citoyen est acquis. Il ne fait campagne que là où il est aimé. Il ne fait campagne que dans les endroits où il est aimé. C'est ça. Mais je crois que depuis quelques jours, on constate exactement l'inverse. Il est allé sur le terrain, dans les endroits, à Denain ou d'autres endroits où Marine Le Pen avait fait des gros scores. Donc on l'a vu notamment au Havre, par exemple, avec Édouard Philippe. On l'a vu aussi à Dijon, territoire de La République En Marche. Non, mais là, Dijon, c'était avant le premier tour. Mais là, depuis qu'il y a le deuxième tour, il a fait 3 déplacements, dont 2 en territoire, je vais pas dire hostile, mais en tout cas qui lui était pas acquis du tout. Donc, alors, c'est quelqu'un qui a vraiment pas peur du contact et qui a pas peur d'aller au charbon, y compris au contact de personnes qui lui sont pas favorables, parce qu'il adore convaincre, il est confiant, il pense qu'il va convaincre, donc il ne rechigne pas à aller s'affronter, se confronter aux personnes qui pensent pas comme lui. Je crois que tout le monde le constate. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont obtenu de bien meilleurs scores qu'en 2017. Le mandat d'Emmanuel Macron est la cause de la montée des extrêmes. Malheureusement, les extrêmes progressent dans tous les pays et dans tous les pays d'Europe. Mais en France, est-ce que Emmanuel Macron est la cause de la montée des extrêmes ? Ce serait un peu trop simple d'attribuer à Emmanuel Macron la seule responsabilité de la montée des extrêmes. Malheureusement, c'est un phénomène assez général et on comprend l'impatience de nos concitoyens, l'exigence de nos concitoyens. Il y a beaucoup de problèmes. Les problèmes sont tous très compliqués. Ils sont de nature mondialisée et donc souvent, les dirigeants nationaux ont des difficultés à régler les problèmes d'immigration, les problèmes de climat, les problèmes de commerce international, mondialisation économique. Donc ça crée forcément des frustrations et c'est malheureusement dans le cas dans tous les pays. Si c'était qu'en France que les extrêmes montent, à la limite on se dirait c'est pas grave, on change de président et ça va aller. Malheureusement c'est un phénomène beaucoup plus puissant et beaucoup plus inquiétant. On a également vu la chute des partis traditionnels au premier tour, les Républicains avec Valérie Pécresse à moins de 5% et Anne Hidalgo avec le Parti Socialiste à 1,8%. Est-ce que, au contraire, Emmanuel Macron participe à la chute des partis traditionnels ? Je pense que si les partis traditionnels, vous avez cité les 2 grands partis qui ont gouverné la France pendant 40 ans, le Parti socialiste et le Parti républicain, avaient travaillé
pour adapter leurs propositions politiques à la situation actuelle, je pense qu'on n'en serait pas là. Donc, s'il y a des responsabilités, il faut arrêter de chercher un coupable. Sans doute, chacun a sa part de responsabilité et les grands partis traditionnels ont la leur. Ils ont trop longtemps compté sur l'alternance en se disant à toi, à moi. Et puis, si tu perds, c'est moi qui prends le relais. Malheureusement ou heureusement, j'en sais rien d'ailleurs. En tout cas, ça ne marche plus et ils ont largement leur part de responsabilité. À gauche, les candidats ont massivement appelé à voter Emmanuel Macron, sauf Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud. Comment vous comptez séduire cette partie des Français ? On va se concentrer sur Jean-Luc Mélenchon parce que c'est là qu'il y a le plus gros bataillon d'électeurs, si vous voulez bien. Je pense que dans ces 20%, un peu plus, il y a 10% d'inconditionnels de la France insoumise et il y a 10% qu'il a récupérés dans les dernières semaines qui sont des électeurs sociodémocrates et écologistes, donc qui sont beaucoup plus sensibles à des discours modérés et raisonnables. Donc je pense que c'est ceux-là que Emmanuel Macron, que La République En Marche peut viser. Et donc je pense qu'il faut mettre en valeur les aspects sociaux du programme, comme le revenu de base universel. C'est l'attribution automatique d'un revenu minimum qui rassemble les APL, le RSA, aux gens les plus modestes qui souvent en sont exclus parce qu'ils ne savent même pas qu'ils y ont droit. Ça, c'est une mesure qui peut donner un signal. Éric Alauzet, Emmanuel Macron a déjà fait des concessions pour séduire justement les électeurs insoumis, notamment en baissant l'âge de la retraite. Est-ce que vous êtes prêt à faire d'autres concessions ? Je ne suis pas sûr que ce soit des concessions, puisque moi-même et d'autres députés, nous avions manifesté auprès d'Emmanuel Macron le fait que l'idée des 65 ans pouvait être revue dans la mesure où si l'objectif de plein emploi, puisque ça aussi c'est une proposition qui peut séduire tous les partis, mais la gauche en particulier, l'objectif de plein emploi, nous avons fait la moitié du chemin, nous sommes passés de 9,5 à 7,5% de chômage. L'objectif c'est 5,5%, et si nous arrivons à 5,5%, il y a plus de cotisants, et donc on peut peut-être se suffire des 64 ans. Voilà, donc c'est ça le pari, avec les différentes mesures du programme, arriver au plein emploi, et donc plus de cotisants, moins de tensions sur les régimes de retraite, mais aussi de la maladie et des autres caisses de protection sociale. Donc voilà, c'est pour ça que la clause de revoyure, je pense qu'elle est intelligente, et se dire de toute façon on n'a pas le choix, on doit travailler plus. Ce que propose Marine Le Pen, c'est 26 milliards de Éric Alauzet, très rapidement, Emmanuel Macron n'a pas tenu tous ses engagements. Pour quelle raison ? Alors très rapidement, on a déjà fait très vite depuis le début, j'arrive à peine à finir mes phrases. Alors il faut que je fasse encore plus rapidement, ça va être très 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 compliqué. Si on ne peut pas un peu développer ces idées, ça, je pense, c'est pas sûr que ça serve à grand chose. Donc votre question, excusez-moi. Pourquoi Emmanuel Macron n'a pas tenu tous ses engagements ? Alors si vous connaissez un président de la République en France et ailleurs qui a pu réaliser la totalité de son programme, vous me donnerez son nom, mais on a tenu beaucoup des engagements qui étaient tenus, ont été réalisés. Le reste à charge zéro, voilà une belle proposition sociale. Les minima de la prime pour l'activité qui a augmenté pour les salariés qui sont au SMIC, le revenu minimum pour les retraités à 900 euros, pour les personnes handicapées à 900 euros. Tout ça, ça a été tenu. Donc beaucoup de propositions ont été tenues. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas l'insistance d'aller regarder la réalité de ce qui a été fait, comme la réalité des programmes d'ailleurs. Et si je devais avoir une conclusion, ce serait bien celle-là, c'est que chacun aille voir la réalité et n'en reste pas parfois aux raccourcis qui sont faits ici ou là par les oppositions et parfois relayés par les médias. Merci Éric Alauzet, vous restez avec nous, la Zone Paul continue dans quelques instants, vous allez revenir justement sur ces propositions d'Emmanuel Macron. Zone Paul. Le député de la 2e circonscription du Doubs, Éric Alauzet, membre de La République En Marche, est toujours avec nous et continue de répondre aux questions d'Adrien Hardy. Dans son programme, Emmanuel Macron prévoit de développer le nucléaire alors que les déchets nucléaires ne sont pas recyclables et qu'ils polluent beaucoup. Éric Alauzet, c'est vraiment la meilleure solution, le nucléaire ? C'est pas la meilleure solution, c'est une solution parmi d'autres. L'enjeu principal, vous le connaissez, c'est l'enjeu climatique. Nous n'avons plus que 3 ans devant nous. C'est gravissime pour les générations futures, pour simplement la survie de la civilisation. Donc, il va falloir faire feu de tout bois, si je puis dire, en matière d'énergie. Autrement dit, il faudra du nucléaire. Il faudra surtout faire beaucoup d'économies d'énergie dans la façon de se chauffer, d'isoler nos maisons. De quelle manière des économies d'énergie, justement ? 700 000 isolations de logements par an, c'est déjà ce qu'on a fait cette année. Le développement des alternatives à la voiture thermique, ça veut dire la voiture électrique, ça veut dire aussi peut-être chercher à habiter le plus proche de chez soi et pouvoir se déplacer à pied, en vélo, le vélo électrique, le covoiturage. La façon de manger aussi, ça permet de consommer moins d'énergie selon qu'on
consomme plus de protéines végétales, par exemple, qu'animales. Donc, les économies d'énergie, c'est le premier pilier. Le deuxième, ce sont les énergies renouvelables. Il y en a de toutes sortes. Et le troisième, c'est le nucléaire, qui n'est pas une énergie renouvelable, qui est juste une énergie de transition, comme le gaz d'ailleurs, qui peut l'être par rapport au pétrole ou au charbon. Et c'est l'ensemble, il n'y a pas à opposer l'une à l'autre. Il y a besoin de tous ces dispositifs si on veut sortir des énergies fossiles. Il a également pour objectif de décarboner la production industrielle. Comment être sûr qu'il tienne cet engagement alors qu'il n'a pas été à la hauteur au niveau écologique pendant son mandat ? Je vous entends très très mal. Comment être sûr qu'il tienne cet engagement de décarboner la production industrielle alors qu'il n'a pas été à la hauteur au niveau écologique pendant son mandat ? Je ne sais pas, quand vous dites qu'il n'a pas été à la hauteur, je ne sais pas sur quoi vous vous basez pour dire ça, si c'est votre avis, si vous vous basez sur quelque chose. Les engagements de la COP21, par exemple, ils n'ont pas été respectés. Pardon ? Les engagements de la COP21, par exemple, n'ont pas été respectés. Dans les deux dernières années, ils ont été respectés. Contrairement à ce qui est dit, il y a beaucoup de choses fausses qui circulent, et la France est motrice avec l'Allemagne, avec les pays du nord de l'Europe. Vous savez, notre problème, c'est pas tant ce que fait la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les pays du nord de l'Europe, qui sont les moins mauvais, parce qu'on est tous mauvais. Donc si on veut se dire qu'on est tous mauvais, on va être d'accord. Simplement, le problème, c'est le continent américain, c'est le continent africain, c'est le continent asiatique. La France, à 1% de la population mondiale, rejette 0,5% du carbone. Donc on est déjà très en dessous de la moyenne. Bien sûr qu'il faut encore faire beaucoup mieux, mais il va falloir surtout entraîner tous nos partenaires européens et mondiaux. Et c'est ça le véritable enjeu. Donc arrêtons de nous taper dessus sans arrêt. Nous, les Français, les Allemands, on fait du mieux qu'on peut, on fait sans doute pas assez, c'est sûr, il faut continuer à montrer l'exemple, mais il y a tellement à faire partout sur la planète qu'il va falloir prendre un peu de recul sur la façon dont on analyse et on critique les politiques des uns et des autres. Côté santé, Emmanuel Macron veut créer des pharmaciens et des infirmiers référents pour renouveler des ordonnances dans les déserts médicaux. La priorité, c'est pas d'arrêter de fermer les lits d'hôpitaux. On parle pas de la même chose là. Les hôpitaux, c'est la médecine hospitalière, et le problème que vous évoquez, c'est la médecine qu'on appelle de ville, qui est aussi à la campagne, qui est la médecine libérale. Donc c'est pas avec les lits d'hôpitaux qu'on répond aux besoins de proximité du quotidien des gens. Donc donner la possibilité aux pharmaciens, aux infirmiers de pratiquer certains gestes, certaines prescriptions que les médecins libéraux en cabinet médical et pas à l'hôpital pratiquent, c'est une solution parmi d'autres. Encore une fois, on pourrait aussi demander à des médecins de pratiquer 1 jour par semaine dans des territoires mais au niveau santé en lui-même, la priorité, c'est pas de fermer les lits d'hôpitaux ? De ne pas fermer les lits d'hôpitaux, justement ? Mais non, mais le problème... Mais non, faut pas tout mélanger. Alors déjà, il y a la médecine de ville, les cabinets libéraux, donc je vous ai expliqué à quoi ça servait les infirmières, les pharmaciens et d'autres professionnels. Maintenant, sur les hôpitaux, c'est autre chose. Le problème de la fermeture de lits, c'est pas qu'on ferme les lits, c'est qu'il n'y a pas assez de personnel. Et donc, il y a des services qui sont temporairement fermés parce qu'il manque d'infirmières, d'aides-soignants. Donc, il faut revaloriser l'hôpital et les carrières hospitalières. Il y aura un grand débat avec tous les acteurs de la santé, mais aussi les patients, les professionnels, les institutions, pour voir comment on réforme l'hôpital. Mais il faut aussi se dire que quand il y a des crises, parce qu'on parle de ça depuis qu'il y a la crise Covid, on ne peut pas avoir un stock de lits pour une crise pour les grippes hivernales, par exemple, ou quand il y a le Covid. Donc, il faut aussi pouvoir s'adapter, c'est-à-dire transformer des lits quand on est face à un épisode isolé qui dure quelques semaines ou quelques mois. À ce moment-là, on ne peut pas stériliser des lits tout le long de l'année et des années durant pour des crises sanitaires qui arrivent à un moment ou à un autre. La crise hospitalière, elle date de bien avant déjà la crise de Covid. Pourquoi rien n'a été fait au niveau de l'hôpital sur la fermeture des lits ? Oui, mais je viens de vous expliquer que la fermeture des lits, c'était souvent par manque de personnel. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à former plus d'infirmières, plus d'aides-soignantes, l'ensemble des personnes. Pourquoi ça n'a pas été fait ? On a supprimé le numerus clausus pour avoir plus de médecins aussi, mais ça va prendre du temps. Voilà. Et donc, ça veut dire aussi qu'il faudra dépenser plus d'argent pour l'hôpital. Vous savez qu'on a mis 19 milliards dans le Ségur de la santé pour moderniser 5 établissements EHPAD ou hôpitaux par département dans le mandat qui vient. Donc, il n'y a jamais eu autant d'argent consacré et aux investissements et aux revenus de l'ensemble des personnels qui ont une augmentation de 183 € par mois. C'est du jamais vu. Ça ne suffit pas pour les motiver, et parce qu'il y a des problèmes aussi d'organisation, de surmenage. Il faut qu'il y ait plus de responsabilité des personnels dans les hôpitaux, que les médecins participent à la gouvernance beaucoup plus des hôpitaux. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais ça va demander, c'est un engagement du président de la République, une grande conférence de santé dès le début du mandat, avec tous les acteurs pour mettre tout sur la table et voir comment on s'organise. Éric Alauzet, au niveau sécurité et immigration maintenant, le président veut créer 200 brigades de gendarmerie. C'est suffisant ?
Je sais pas. Alors ça, j'avoue que je ne sais pas si c'est suffisant. Bon, il y a déjà eu... l'idée générale, c'est qu'il y ait 10 000 policiers, gendarmes en plus, donc ils vont se traduire dans ces 200 brigades. Je ne peux pas vous dire si c'est suffisant. En tout cas, c'est un effort important qui sera consenti pour que les personnels aient plus de moyens et plus d'effectifs pour mener leurs tâches de régulation, d'apaisement, de respect mutuel des uns et des autres et de respect des règles. Les répressions sont de plus en plus violentes depuis le mandat d'Emmanuel Macron de la part des policiers. On le voit notamment pendant les manifestations. Comment vous comptez inverser cette tendance ? Je crois que les violences, malheureusement, sont de plus en plus fréquentes dans notre société à tous les niveaux, partout, y compris dans les relations sociales du quotidien. Les gens s'énervent très très vite et malheureusement, on a une société un peu électrisée. Tout ça nourri par beaucoup de fausses informations sur les réseaux sociaux où la violence s'exprime. Et maintenant, on a l'impression qu'on est sorti des réseaux sociaux et que la violence s'exprime aussi, malheureusement, dans les relations directes au contact des uns et des autres. Dans le cadre de ces violences, il y a des manifestations de plus en plus violentes et il y a parfois des dérapages de la police. Voilà. Et il faut regarder l'ensemble des choses pour apprécier la violence. Et chaque fois qu'il y a une faute professionnelle d'un policier, eh bien, elle doit être traitée. Mais il y a aussi beaucoup de policiers blessés et des familles de policiers qui sont très très inquiètes de savoir comment ils vont retrouver leur mari, leur père le soir parce que leur métier devient de plus en plus difficile. Et ça, il faut aussi avoir le courage de le regarder en face. Merci d'avoir été avec nous, Éric Alauzet. Je rappelle que vous êtes député La République En Marche de la 2e circonscription du Doubs et soutien d'Emmanuel Macron. Zone Paul.